Quand on s'intéresse aux grands réalisateurs qui constituent l'histoire du cinéma, le nom d'Orson Welles ne tarde jamais à se faire entendre, souvent accompagné de légitimes superlatifs. Génie précoce et charismatique, grand acteur et surtout conteur malicieux, il a volontiers alimenté le mythe qui l'entourait en tirant lui-même le traîneau rempli de ses propres légendes, et en particulier celle qui m'intéresse aujourd'hui, une histoire aussi démesurée que l'était son protagoniste principal. Le 30 octobre 1938, dans la soirée, une série de bulletins d'information à la radio rapporte en direct l'invasion des États-Unis par des extraterrestres, ce qui causera un vent de panique sans précédent à travers tout le pays, avec des millions de personnes affolées qui descendent dans les rues, des malaises, des crises cardiaques, des suicides, des accidents de la route, et plus généralement une hystérie collective aux conséquences désastreuses, tout cela à cause d'Orson Welles. Cette histoire, on pourrait la découper en 3 parties qui fonctionneraient à la manière de celle d'un tour de magie, comme le décrit Christopher Priest dans son livre sorti en 1995 et adapté au cinéma en 2010 par Christopher Nolan, La promesse, le tour et le prestige. La première partie est la promesse. Le magicien vous présente quelque chose d'ordinaire, de banal, et insiste sur sa dimension normale. Le deuxième acte est le tour. Le magicien prend cette chose ordinaire et la transforme sous vos yeux en quelque chose d'extraordinaire. Et là, vous cherchez le secret, le truc. Mais vous ne le trouverez pas, car bien sûr, vous ne cherchez pas vraiment. Vous n'avez pas vraiment envie de savoir. Vous voulez être dupé, berné, mystifié. Mais vous n'applaudissez pas encore, parce que faire disparaître la chose de départ, ce n'est pas assez. Encore faut-il la faire revenir. C'est pour cela que chaque tour de magie possède un dernier acte, le plus dur, que l'on appelle le prestige. Et quand c'est entre les mains d'Orson Welles qu'a lieu un tour de magie, qui plus est pour Halloween, celui-ci peut vite prendre des airs de maléfice, d'envoûtement narratif, comme s'il venait frapper à notre porte avec un sortilège bien à lui. Soyez divertis ou soyez maudits. L'histoire commence en 1938, quand le réseau radiophonique Columbia Broadcasting System confie un programme hebdomadaire à un jeune acteur de 23 ans ambitieux et prometteur, Orson Welles. Accompagné de la troupe de théâtre du Mercury Theatre, chaque semaine, pendant 1 heure, il est chargé d'interpréter un classique littéraire de son choix, ce qu'il fera par exemple avec Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas, Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad ou encore Dracula de Bram Stoker. Le programme The Mercury Theatre on the Air doit absolument être joué en direct et non pas préenregistré, une politique à laquelle CBS tient fermement pour des questions de sincérité vis-à-vis des auditeurs, aussi ironique que cela puisse être dans ce cas particulier, on va le voir. The Mercury Theatre on the Air ne doit au départ s'étendre que sur l'été 1938, mais suite aux bons résultats d'audience et au retour positif du public, il sera prolongé jusqu'au début du mois de décembre. Et pour le soir du dimanche 30 octobre 1938, à la veille d'Halloween, Orson Welles décide qu'il adaptera un roman écrit par H.G. Wells, La guerre des mondes, sorti en 1898, et racontant une invasion de la Terre par des créatures venues de Mars. Pour Halloween, Wells va adapter Wells. Mais ça ne s'écrit pas pareil. Ça ne s'écrit pas pareil, et ça ne se raconte pas pareil non plus, puisque l'adaptation que fait Orson Welles se veut modernisée. L'action ne se déroule plus en 1894, mais désormais au même moment que l'émission, et elle ne se situe plus dans le Surrey en Angleterre, mais dans le New Jersey aux États-Unis, à quelques kilomètres des studios de CBS. La mise en scène se veut elle aussi modernisée, ancrée dans son époque, et surtout propre à son médium, la radio. We made a special effort to make our show as realistic as possible. That is, we reproduced all the radio effects, not only sound effects, but, well, we did on the show exactly what would have happened if the world had been invaded. Welles veut en effet donner l'impression qu'il rapporte l'invasion extraterrestre alors même qu'elle est en train d'arriver, et pour rendre la chose plus immersive, il décide de la décrire par le biais de bulletins d'information en direct depuis les lieux, avec des interventions de témoins qui semblent réagir sur le vif. Et pour donner un réel sentiment d'urgence à ces flash infos, il va choisir de les faire survenir brutalement, comme s'ils interrompaient un programme musical plutôt très calme. Tout cela résulte d'un choix de mise en scène, d'une volonté de moderniser l'adaptation au maximum pour produire une plus grande immersion et élever le divertissement. Aucune tromperie sournoise ne semble être envisagée,
et l'émission commence avec un annonceur qui présente la troupe et le programme, ainsi que l'œuvre qui sera adaptée cette fois-ci, La Guerre des Mondes. The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theatre on the Air in The War of the Worlds by H.G. Wells. Après le thème musical du Mercury Theatre on the Air, Orson Welles s'est introduit et délivre un prologue contextualisant l'invasion extraterrestre qui aura bientôt lieu. Le programme qui commence ensuite semble effectivement être celui d'une soirée normale, avec un point météo et de la musique en direct d'un dancing local. Mais après quelques minutes, un premier bulletin flash vient interrompre la musique pour informer les auditeurs d'un événement troublant. Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At 20 minutes before 8 Central Time, Professor Farrell of the Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois. Le rapport d'un observatoire astronomique de Chicago aurait relevé de perturbantes éruptions sur la planète Mars et les gaz qui se sont échappés se dirigeraient à grande vitesse vers la Terre. Après un retour à la musique, un autre bulletin interrompt celle-ci et présente le témoignage en direct du professeur Pearson de l'observatoire de Princeton, dans le New Jersey, soit à quelques kilomètres de la station de radio. Le professeur Pearson confirme les observations faites à Chicago, mais se veut rassurant quant à de possibles répercussions sur notre planète. Pourtant, alors même qu'il est toujours en train d'être interviewé, on lui tend un papier l'informant que leur sismographe vient d'enregistrer un impact de forte intensité à une trentaine de kilomètres de l'observatoire. Le retour à la musique est de courte durée puisqu'un autre bulletin d'information rapporte la chute d'une météorite dans une ferme aux alentours de Grover's Mill, toujours dans le New Jersey, où décide de se rendre immédiatement le reporter qui était à l'observatoire. Sur place, c'est la panique. Une foule s'est formée autour de l'étrange cylindre en métal, manifestement extraterrestre, qui s'est écrasé là en formant un important cratère. Le chaos s'intensifie alors que le cylindre s'ouvre et qu'il en émerge des monstres tentaculaires qui tirent des rayons thermiques et mettent le feu un peu partout. Au plus fort de la panique, le reporter décrit les flammes qui s'avancent dangereusement vers lui avant que le signal coupe brutalement. Lord, they're turning into flames. Now the whole field's caught up by the woods, the barns, the gas tanks for the automobiles, spreading everywhere. Coming this way now, about 20 yards to my right. Après quelques secondes d'un silence de mort, l'annonceur évoque depuis le studio des difficultés avec la retransmission depuis le terrain. Ladies and gentlemen, due to circumstances beyond our control, we are unable to continue the broadcast from Grover's Mill. Evidently, there's some difficulty with our... Can you tell me the most frightening moment for you? The awful silence of the broadcaster. I presumed he had fallen with the dead because he stayed to witness the awful sight until the last moment. D'autres bulletins d'information suivront, tous plus alarmants les uns que les autres, décrivant l'invasion extraterrestre en cours à travers le pays, l'échec des militaires américains qui tentent de la repousser, et jusqu'à une intervention en direct depuis le toit de l'immeuble où se trouve le studio de radio, soit en plein Manhattan, d'où un reporter décrit des véhicules martiens en train de répandre des nuages de gaz empoisonnés sur toute la ville de New York. Alors que les habitants touchés par le gaz tombent selon lui comme des mouches, celui-ci voit le nuage s'avancer inéluctablement vers lui. On l'entend tousser, s'effondrer au sol, puis plus rien. Seuls les bruits lointains d'une ville à feu et à sang résonnent dans les postes de radio des foyers américains. The real trick we did was to hold dead silence on a full network with no sound at all. Après 38 minutes de programme, le Mercury Theatre on the Air procède à sa première pause sous la voix d'un annonceur de CBS qui rappelle aux auditeurs ce qu'ils sont en train d'écouter, à savoir une adaptation radiophonique du roman La Guerre des Mondes de H.G. Wells. You are listening to a CBS presentation of Orson Welles and the Mercury Theatre on the Air in an original dramatization of The War of the Worlds by H.G. Wells. The performance will continue after a brief intermission. La seconde moitié du programme prend la forme d'une fiction radiophonique plus conventionnelle, au cours de laquelle on suit un survivant de l'attaque extraterrestre dans sa nouvelle réalité post-apocalyptique sous occupation martienne. Et comme dans le livre, l'histoire se conclut avec les martiens finalement anéantis, non pas par les humains, mais par les microbes présents sur Terre. Le programme, lui, se conclut avec Orson Welles, sorti de son personnage,
qui vient rappeler aux auditeurs que les histoires qui font peur ne sont que des histoires, comparant son adaptation radiophonique de La Guerre des Mondes au fait de se vêtir d'un drap et de se cacher derrière un buisson pour en surgir en criant boue. Seulement voilà, le mal semble déjà fait. Le lendemain matin, les journaux du pays entier relatent les conséquences désastreuses qu'a eu le programme d'Orson Welles diffusé la veille, la panique causée par son adaptation trop réaliste ayant eu des répercussions dramatiques à l'échelle nationale. Une fausse guerre à la radio répand la panique à travers les États-Unis. Une pièce radiophonique terrifie la nation. La nation balayée par l'hystérie à cause d'une invasion martienne. La terreur radiophonique sème la panique dans tous les coins. La fin du monde à portée de main, les gens perdent tout contrôle. Certains évoquent 7000 personnes tuées. Stupeur. L'annonce avait été pourtant faite dès le début de l'émission que ce qui allait suivre était une fiction. Mais malheureusement, les personnes ayant allumé leur poste de radio après cette annonce ont pris les bulletins d'information factices pour des vrais et ont sombré dans une panique incontrôlable. Realism got me. I didn't know then it was a play. I swallowed the whole thing as it came over the air, like a new national emergency or something. Il faut dire que les auditeurs américains étaient alors habitués aux coupures brutales d'émissions par des flashs d'information. On est en octobre 1938 et les menaces de guerre en Europe avaient notamment été largement relayées de cette manière au cours des semaines précédentes. Les auditeurs avaient également encore en tête une catastrophe récente ayant aussi eu lieu dans le New Jersey, l'accident du dirigeable Hindenburg qui, en plus d'avoir été filmé par plusieurs compagnies d'actualité cinématographique dont Pathé et Fox Movietone, avait été commenté en direct par un journaliste de radio présent sur place, Herbert Morrison, dont l'enregistrement est diffusé quelques heures plus tard par une station de radio de Chicago et le lendemain à l'échelle nationale par la station NBC. It's a terrific crash, ladies and gentlemen. The smoke and the flames now, and the flame is crashing to the ground, not quite to the mooring mast. All the humanity and all the passengers screaming around it. Ce témoignage poignant, marqué par les sanglots du journaliste qui commente la tragédie se déroulant devant ses yeux, marque une des premières couvertures mémorables d'un accident majeur en temps réel par la radio, accident dont l'information parviendra au plus grand nombre directement dans leur foyer, donc bien plus vite que par le biais des actualités cinématographiques ou de la presse écrite. Les auditeurs américains restent donc marqués par cette possibilité d'une catastrophe suivie depuis chez eux, quasiment en direct, dont ils ne découvrent l'ampleur que par les informations qui sortent de leur poste de radio. Dans ce contexte, et sans avoir entendu l'annonce en début de programme, il est alors facile de prendre les premiers flashs d'informations pour argent comptant. Il faut également ajouter à ce réalisme formel un réalisme dans la situation géographique des événements, puisque les acteurs de l'émission utilisent de véritables noms de lieux pour renforcer l'immersion des auditeurs, ce qui les trouble encore davantage et fait naître le sentiment d'une attaque étrangère sur le pas de sa porte, qui va précipiter sur les lieux en question des hordes de citoyens armés prêts à en découdre avec des martiens aux technologies pourtant visiblement très avancées. Face à la menace, qui semble ensuite se diriger vers New York, les locaux de CBS sont pris d'assaut par des journalistes et des citoyens effrayés, la police est débordée, les services téléphoniques deviennent saturés, et cette panique générale va progressivement s'emparer du pays tout entier, où l'on rapporte des millions de personnes dans les rues, des scènes d'hystérie, des crises cardiaques, des suicides de masse et de nombreux accidents de la route causés par des gens fuyant précipitamment les villes pour se réfugier dans les campagnes. À cause d'un programme radiophonique un petit peu trop réaliste, le pays sombre dans le chaos en l'espace de quelques heures, les conséquences sont désastreuses et l'Amérique est marquée au fer rouge par cet événement tragique aux airs d'invraisemblables effets papillons. Malcolm! In school, we learned the coolest thing. There were these people who did this broadcast and convinced everyone that aliens were landing. You two believe in Martians? Is this that woman that disappeared in the 30s? Audrey W. Metz. It was the end of the world. And my grandmother was 8, said she had nightmares for over a year. What the hell are you guys talking about?
October 30th, 1938, Scotty. Orson Welles did a radio broadcast of the War of the Worlds. Only he made it seem like it was a news report. People believed it. Millions thought the Martians were invading. Mass panic across the country. We interrupt this program to bring you a special news bulletin. A state of emergency has been declared by the President of the United States. We're switching live to Wilson's Glen, New Jersey, where the landing of hundreds of unidentified spacecraft has now been officially confirmed as a full-scale invasion of the Earth by Martians. You're on with Rockin' Ricky. Go! Hi, Rockin' Ricky. My name's Pete. There's these little green guys with big teeth running around town wrecking. Hey, kid, this is Christmas, not Halloween. Listen, gang, Rockin' Ricky's getting fed up with all this Orson Welles crap, so cool it, will ya? What's that? We interrupt this dance music from the Meridian Room in Capital City's fabulous Hotel Hitler to bring you a special bulletin. Hey, I'm not done dancing. This bulletin better swing. Reports are coming in of giant metal cylinders landing on the outskirts of major American cities. Cylinders? Astronomers say the ominous capsules originated from Earth's closest neighbor. Flanders? Mars. So, it's a war of the worlds. Seulement voilà, si cette histoire est ancrée dans l'imaginaire commun des Américains, qu'on la retrouve dans bien des livres d'histoire du cinéma et d'histoire tout court, qu'elle continue d'être une constituante solide de la légende autour d'Orson Welles, elle a de quoi susciter le doute, même s'il faudra quelques décennies pour qu'on se penche sérieusement sur la question. Même sans parler de la prétendue panique, le fait que ce programme ait atteint les quatre coins du territoire est déjà surprenant, car il n'a pas vraiment fait d'énormes audiences le soir de sa diffusion, et certainement pas de manière homogène géographiquement. Ce deuxième point s'explique notamment par le fait que de nombreuses filiales de CBS à travers le pays avaient déprogrammé l'émission au profit de programmes publicitaires locaux, comme ça se faisait régulièrement. Et les audiences s'expliquent, en plus de ça, par le fait que la station concurrente NBC diffusait sur le même créneau horaire l'émission très populaire The Chase and Sanborn Hour, un programme humoristique dans lequel s'illustrait notamment Edgar Bergen avec son célèbre numéro de ventriloquisme. À la radio. Le soir de l'émission, la société C.E. Hooper conduisait justement une enquête pour mesurer les audiences radiophoniques et sur une base de 5000 foyers à qui ils demandèrent « Quel programme écoutez-vous ?», seuls 2% firent référence à la guerre des mondes et absolument personne ne répondit quoi que ce soit concernant un programme d'actualité ou des bulletins d'information à propos d'extraterrestres. Au sein des quelques foyers alors à l'écoute du programme de CBS, toutes les personnes interrogées semblaient ainsi savoir qu'il s'agissait d'une fiction. En ce qui concerne une soi-disant saturation des services téléphoniques, la police rapporte effectivement une légère augmentation du nombre d'appels ce soir-là, notamment autour des lieux où se déroule l'histoire, mais seulement de la part d'auditeurs s'assurant que l'émission était bien une farce, ou se plaignant que quelque chose d'aussi réaliste et potentiellement trompeur puisse être diffusé. C'est le fameux « moi ça va, je suis intelligent », mais imaginez que des gens simples d'esprit tombent là-dessus. Eh oui, on sera pas tout le temps là. On sera pas tout le temps là. Ça s'agirait de grandir. Le peu d'inquiétude que le programme a pu générer a donc été circonscrit à une petite partie du nord-est des États-Unis et n'aura tout au plus duré que le temps de l'émission. À New York et dans le reste du pays, les documents de la police ne font pas état pour cette nuit-là de manifestations particulières. Et ceux des hôpitaux ne mentionnent aucune entrée, blessure ou même tentative de suicide en lien avec la diffusion de l'émission. En résumé, disons qu'absolument aucune preuve ne laisse penser qu'une panique, générale qui plus est, n'ait eu lieu. Et pourtant, l'histoire est ancrée dans l'imaginaire commun et continue d'être répétée depuis maintenant 85 ans. Mais alors, pourquoi et comment un tel mensonge s'est-il formé à l'époque, et pourquoi la légende a persisté pendant des décennies et persiste encore aujourd'hui ? Comme je l'ai dit, aucune preuve ne laisse aujourd'hui penser qu'une telle panique ait eu lieu le soir de la diffusion du programme radiophonique d'Orson Welles, mais il y a bien des écrits qui, à l'époque, ont largement relaté cette panique supposée et qui, dès le lendemain matin, ont envahi, pour de vrai cette fois-ci, le pays tout entier, les journaux. Le chaos qui se serait emparé de la nation tout entière n'a pas seulement été exagéré, il a tout bonnement été inventé par les journaux.
Dès le lendemain de l'émission, des articles sensationnalistes font les gros titres des quotidiens à travers le pays, et la fièvre de la surenchère continuera les jours suivants, allant finalement jusqu'à faire le tour du globe. Chez nous, c'est notamment le Figaro qui se fait l'écho de ce cataclysme à l'américaine. You know, le Figaro? Wow. C'est d'ailleurs un événement qui résonnera chez nous avec un autre micro-scandale causé par une fiction radiophonique et qui a eu lieu en France près de 14 ans avant l'émission d'Orson Welles. Inspired by that same French excellence. À l'époque, Maurice Vineau et Pierre Cusy, deux pionniers français de la radio, répètent en direct sur une fréquence inutilisée leur pièce Maremoto, qui raconte le naufrage d'un bateau à travers le dialogue entre les opérateurs radio qui sont à bord et qui lancent des appels au secours sur la TSF alors que la tempête fait rage. Malheureusement, leur répétition est captée par des radioamateurs qui s'inquiètent et préviennent les autorités, ce qui poussera le ministère de la Marine à interdire purement et simplement la vraie diffusion de la pièce. Pas mal, non? C'est français. Mais revenons à nos moutons américains. Si les journalistes de presse écrite sont si enclins à verser dans la désinformation et à propager la légende d'une hystérie collective causée par la radio, c'est parce qu'ils voient dans ce nouveau média sonore une réelle menace, non pas vraiment pour la population, mais surtout pour eux-mêmes et leur gagne-pain. La possibilité d'une information transmise instantanément et gratuitement dans son salon, que l'on peut écouter passivement et à plusieurs, a en effet de quoi inquiéter la traditionnelle presse écrite, pour laquelle il faut payer tous les jours, dont l'information reste figée dans le temps de son écriture, et qui impose une lecture active et solitaire. Car les temps sont durs pour les journaux. On est alors à la fin des années 30, les États-Unis sont encore secoués par la Grande Dépression, une période justement pendant laquelle la radio a commencé à être plébiscitée et donc à sérieusement grignoter les revenus publicitaires des journaux. Et dans la dynamique du New Deal qui s'ensuit, ce nouveau médium fait figure de symbole de la modernité, de la rapidité, de l'efficacité. Les années 30 marquent ainsi le début de l'âge d'or de la radio, qui passe aux yeux de l'industrie de la presse écrite du statut de simple concurrent à celui de menace réelle. Dans ce contexte, le programme d'Orson Welles, dont le réalisme a fait se questionner quelques auditeurs, devient une opportunité parfaite pour diaboliser la radio et faire naître une méfiance bienvenue envers elle. People will think what I tell them to think. Dans un éditorial publié 2 jours après l'émission, le New York Times livre une critique condescendante du médium tout entier. La radio est jeune, mais elle a des responsabilités d'adulte. Elle ne se maîtrise pas et ne maîtrise pas le contenu qu'elle utilise. La question de la responsabilité que devrait avoir la radio est ici assez ironique et frôle le cynisme, puisqu'elle prend place au sein même d'un article propageant volontairement de la désinformation à des fins propagandistes. Mais le mythe n'est pas alimenté que dans un sens, puisque si les journaux y voient un prétexte en or pour vendre du papier et casser du sucre sur le dos de la concurrence, Orson Welles y voit lui une occasion providentielle de consacrer publiquement sa dextérité de storyteller et de poser les bases de sa légende, lui qui se destine alors à un autre spectacle, plus grand, celui du cinéma. Orson Welles n'a en effet aucun intérêt à apaiser ce scandale exagéré qui met alors avantageusement en lumière son talent de conteur et d'homme de grand spectacle, une aubaine pour propulser sa carrière hollywoodienne. Il est d'ailleurs amusant de constater comme il joue les naïfs en interview pour asseoir cette image de génie naturel, presque victime du talent inné qu'il possède. Of course, we are deeply shocked and deeply regretful about the results of last night's broadcast. Do I believe that? Et quand on lui demande s'il a essayé de tirer avantage de la crédulité des gens face à son médium, il répond qu'il est très étonné de cet impact, étant donné que les fictions radiophoniques sont déjà largement utilisées à travers le pays, et insiste sur le fait qu'il n'est pas l'inventeur de ce format, ni même le seul utilisateur. Il donne ici l'impression de modestement tempérer son inventivité artistique en ne s'attribuant pas le mérite d'un tel format, mais ce que fait surtout Orson Welles dans un semblant d'innocence est d'insinuer qu'il s'est tellement bien emparé d'un outil que d'autres utilisaient déjà, que cette fois-ci, c'en est devenu un événement remarquable. Up to your old tricks, I see. Why not? I'm a charlatan. On comprend alors, sans qu'il n'en dise un mot, qu'il a sublimé une forme artistique ordinaire
grâce au génie d'un storytelling dont il a le secret, et on l'entendrait presque chuchoter aux oreilles d'Hollywood. Voilà ce que j'ai fait juste avec le son. Imaginez ce que ça peut donner si j'y rajoute des images. It comes from just, sheer dumbness. You're sure it's got to be you're good and you're great. It's ignorance. There's no authority in the world like it. Après être né dans ce concours de circonstances étonnant, la légende de cette petite émission aux grandes conséquences a persisté au fil des années, et cela à cause notamment d'un phénomène curieux, l'effet de vérité illusoire, qui est la tendance à croire qu'une information est vraie après y avoir été exposée de façon répétée, amenant à la création de faux souvenirs. Dans les jours et les semaines qui suivent la radiodiffusion du programme, beaucoup d'articles sur le sujet continueront à apparaître dans les journaux, et à force de lire cette histoire, de plus en plus d'Américains se persuadent de l'avoir vécue. Hi there, Rick Nicholsby, Channel 6 News. We've had reports of a Pegasus in the area. Has anybody seen anything like that? Yeah, man, I seen the Pegasus. I seen it every day. I seen it too, man. We both seen that Pegasus, huh? Yeah, I saw it with my own 2 eyes, man. À mesure que les années passent et que l'histoire est inlassablement ressassée, le nombre de personnes convaincues d'avoir entendu l'adaptation de Wells et assisté à la panique ne fait qu'augmenter, laissant par la suite naturellement penser, pour un observateur extérieur, que le programme avait effectivement touché la quasi-totalité du pays. Plus la presse alimente la légende, plus le public adopte l'histoire, plus le public adopte l'histoire, plus les gens se persuadent de l'avoir vécu, plus les gens se persuadent de l'avoir vécu, plus ils en parlent et remettent des pièces dans la machine. Mais ce qui viendra mettre la dernière pierre et la plus solide à l'édifice de ce mythe, c'est le travail maladroit d'un chercheur en psychologie de l'université de Princeton, Hadley Cantrill, qui restera l'unique source académique allant dans le sens de la légende. À coups de chiffres exagérés, d'ajustements au doigt mouillé pour combler les données manquantes, d'interprétations très orientées des résultats de sondage et d'un ensemble de rapports collectés des semaines après l'émission et fortement biaisés par la couverture journalistique ayant eu lieu, Hadley Cantrill produit un ouvrage plus sensationnaliste qu'universitaire, mais qui donnera malgré tout au mythe une validité scientifique de façade qui lui assurera une quasi-immortalité. During the years that have gone by since then, I've heard a number of stories about things that happened. Some of them may seem hard to believe, but they're all verified. You'll find them in a very scholarly book which Princeton University got out on the subject of mass hysteria. Voilà comment la légende s'est alimentée d'elle-même au cours des années. Et si elle persiste encore aujourd'hui, c'est qu'un mensonge croustillant est plus satisfaisant et contagieux que la vérité fade qu'il dissimule. Et si on se plaît tout de même à croire à cette histoire grossière, c'est aussi parce qu'on a tendance à aimer se rassurer en regardant nos aînés avec une certaine condescendance, souvent proportionnelle au temps qui nous sépare d'eux. Tous les jeunes blancs-becs prennent les vieux mecs pour des cons, et les gens qui vivaient au temps du noir et blanc sont évidemment à nos yeux des idiots naïfs qui étaient à 1000 lieues de notre discernement actuel et qui tombaient dans des pièges que l'on regarde aujourd'hui avec amusement en se disant fièrement que nous, on ne se serait jamais fait avoir. I still can't believe it. Martians? Did anybody know this was a prank? En faisant ça, on ne fait qu'exagérer ce qui se disait déjà à l'époque, car la légende va dès le début porter en étendard la supposée stupidité des masses, sur fond de racisme de classe opposant les intelligents lecteurs de journaux aux stupides consommateurs de flux sonores. I think the reaction was the most damning indictment of the stupidity of the masses. Cette histoire va également devenir l'emblème d'une psychose naissante, à savoir la peur qu'une utilisation astucieuse des médias puisse influencer l'inconscient collectif à des fins catastrophiques. On retrouvera cette préoccupation, symbole d'un péril annoncé de la modernité à venir, dans des films comme Un crime dans la tête de John Frankenheimer en 1962, Orange Mécanique de Stanley Kubrick en 1971 ou Invasion Los Angeles de John Carpenter en 1988. Les gens s'en rendent pas compte, mais les télévisions leur envoient des ondes qui sucent petit à petit leur intelligence jour après jour. Les gens deviennent alors complètement stupides, et si vous voulez, plus les gens deviennent stupides, plus ils regardent la télévision forcément, et plus ils deviennent stupides, et ainsi de suite. Science-fiction. Voilà. Finalement, si l'émission d'Orson Welles a bien engendré une méfiance, c'est surtout celle de l'éventualité d'une telle panique à l'échelle nationale
et des conséquences que cela aurait, autrement dit, une crainte très politique d'une perte de contrôle de la population engendrée par un simple sentiment, la peur. Let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself. On voit avec cette légende qu'un événement inventé peut marquer l'histoire et faire partie intégrante du folklore d'un pays. Cette adaptation de la guerre des mondes aura quoi qu'il arrive marqué l'histoire, ne serait-ce que par la légende créée par la récupération des journaux et par le fait d'avoir catapulté à Hollywood un des plus grands réalisateurs de l'histoire. Mais ce que l'on peut aussi retenir, c'est que les mécanismes de défense face à un média naissant et face à la menace qu'il représenterait ne datent pas d'hier et ne sont pas plus glorieux aujourd'hui. Le travail de Sapp, qui était à l'œuvre en 1938, est largement comparable à celui qui a eu lieu à la télévision quand celle-ci a commencé à voir Internet comme une menace sérieuse qu'il fallait endiguer énergiquement et avec le plus de dédain possible. J'imagine que ça doit vous faire bizarre de découvrir un vieux média qui s'appelle la télévision. Moi-même, ça m'arrive de regarder beaucoup de documentaires surtout. Vous regardez surtout la les télévision. documentaires, ouais. Un mec comme vous. Ouais. On est content. On en a vu des branleurs dans l'émission, mais celui-là, il est magnifique. Ah là, ouais, là, je crois qu'on est au top. Mais tu es respect, hein. Vos fans, vous pensez qu'ils vont acheter un livre de vous? S'ils achètent un livre, vos fans, c'est un tapis de souris pour eux, non? Ils sont côte à côte, mais ils ne communiquent pas entre eux. Ils ne s'adressent qu'à leur écran. Et en somme, ils sont chacun dans une bulle. Alors oui, cette image est pathétique. Ils ont des têtes d'abrutis, c'est terrifiant. Là, ils sont ensemble par accident, mais la plupart du temps, ils sont dans leur chambre à passer la nuit à jouer à des jeux vidéo tout seuls. C'est-à-dire, c'est ceux qu'on appelle aujourd'hui des no-life. Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des meuporgs, explique le journal. Les meuporgs étant le nom barbare qui désigne les jeux de rôle en ligne auxquels on prend part avec d'autres compagnons virtuels. Et alors là, eux, ils arrivent et ils nous annoncent, c'est dans tous les chiffres à chaque fois, que ce soit Norman, que ce soit vous, Natou ou Cyprien. Alors 7, 8 millions, 10 millions, 20 millions même, j'ai lu pour certains, 20 millions de vues. Enfin, pardon, je voudrais qu'on relativise un petit peu tout ça. Ça veut dire quoi exactement? C'est-à-dire que j'ai l'impression que chaque fois on bascule de Facebook à Instagram, etc., dans cette espèce de mise en scène de sa vie perpétuelle. Et là, on en arrive au je me filme et je deviens une star pour je sais pas combien de gamines. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de ça? On n'est pas à niveau. On est complètement largués. Finalement, même dans une histoire où les extraterrestres envahissent la planète et déciment les habitants à tour de bras et de tentacules, rien n'est plus nocif pour les humains que les actions mal intentionnées de leurs semblables, et on pourrait presque penser que si les Martiens n'ont pas posé les pieds ici, c'est peut-être juste par peur d'être pris dans la bagarre générale. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, c'est important. Vous pouvez également vous abonner, me suivre sur les réseaux sociaux. Et je vous souhaite une bonne fête d'Halloween et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.